Dès l'apparition des premiers cas de coronavirus au Togo, l'université de Lomé également s'est lancée dans la recherche avec un comité pour trouver un probable remède à cette maladie. Alors aujourd'hui, on annonce des tests pour un possible remède local contre le coronavirus. Qu'en est-il exactement? Nous allons en parler tout de suite avec mon invité de ce soir, le professeur agrégé Batomaina Bakoma. Professeur Bakoma, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci à vous d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour nous avoir donné l'opportunité d'expliquer un peu ce qui se fait à l'université de Lomé dans le cadre d'un probable remède local contre la maladie de Covid-19. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes pharmacien, phytochimiste, expert en homologation des médicaments, membre du bureau directoire du Commune 19 de l'Université de Lomé. Professeur Bakoma, est-ce que, à l'heure où nous parlons, on doit se réjouir de ce que l'Université de Lomé est en passe de trouver un remède à la maladie du coronavirus? Oui. Il faut se réjouir pour l'initiative, pour la démarche. Et ça nous donne l'espoir pour qu'à la fin, nous ayons des résultats contre des résultats qui peuvent aider dans la lutte ou bien pour combattre la Covid-19. Voilà, il faut toujours se réjouir. Où en est-on exactement avec la recherche de remèdes? Et depuis l'apparition de cette maladie, la Covid-19, il y a eu un appel à candidature à l'endroit de tous les praticiens qui peuvent proposer des remèdes contre la Covid-19. Donc, plus d'une centaine, ou bien je dirais une centaine environ, de produits ont été proposés, ont été réceptionnés. Donc, une sélection a été faite avec des tests au laboratoire. Et 3 produits se dégagent efficaces, se dégagent être efficace au laboratoire. Efficace dans quel sens? C'est des produits qui peuvent renforcer l'organisme à résister contre la Covid-19. Voilà. Alors, si on comprend bien, il y a eu des tests effectués en laboratoire, c'est ça? Oui, des tests effectués en laboratoire. Et c'est les résultats de ces tests-là qui sont encourageants et qui, quand même, nous permettent, ces résultats nous permettent quand même de nous réjouir parce que je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie, c'est encourageant. Nous sommes qu'à mi-chemin. Il y a encore du chemin à faire pour pouvoir sortir un médicament, mais c'est encourageant. Voilà. Alors, qu'on se comprend exactement, c'est-à-dire au niveau du laboratoire, vous avez, je ne sais pas comment on les appelle, en tout cas, vous avez des échantillons du virus auxquels vous avez inoculé le remède, c'est ça? Non, nous n'avons pas manipulé le virus, non. Et je rappelle que pour manipuler un virus, il faut un labo avec un plateau technique vraiment très relevé. Et nous n'en avons pas dans notre pays. Mais nous pouvons quand même utiliser d'autres méthodes pour contourner cette faiblesse et répondre valablement dans le renforcement de l'organisme pour résister ou lutter contre la maladie de Covid-19. Voilà. Alors, c'est un probable remède contre le coronavirus ou bien c'est un remède pour booster le système immunitaire? C'est un probable remède pour stimuler le système immunitaire de l'organisme à lutter contre le coronavirus. Voilà. À lutter contre le coronavirus, à aider l'organisme à résister contre
la maladie de coronavirus. Effectivement. Alors, si le test en laboratoire est concluant, comme vous le dites, quelles sont les prochaines étapes? Généralement, quand on a un produit efficace en laboratoire, c'est-à-dire dans les éprouvettes, ce n'est pas toujours vérifié dans un organisme vivant. Parce que vous savez que dans un organisme vivant, il y a beaucoup de mécanismes qui rentrent en jeu. Le produit, s'il est administré par voie orale, ce produit peut être transformé, ce produit peut être digéré, donner d'autres produits. Donc, une efficacité au laboratoire ne signifie pas toujours qu'on aura une efficacité chez un être vivant. Ce qui nécessite donc des essais in vivo chez les animaux pour vérifier l'efficacité, pour vérifier l'innocuité ou la toxicité de ces produits chez les animaux. Et si les tests sont concluants, on peut maintenant passer chez l'homme. Chez l'homme aussi, ça ne se fait pas directement comme ça. Il y a des préliminaires à faire. Généralement, c'est ce qu'on fait. On dit essais cliniques. Essais cliniques, oui. Et ces essais cliniques se font généralement en 4 phases. Et la première phase se fait chez quelques dizaines de volontaires sains, ou chez qui on administre le produit pour voir la tolérance. Est-ce que l'être humain bien portant peut bien tolérer, peut bien accepter le médicament? Le corps humain peut accepter facilement le médicament. Si c'est concluant, on peut maintenant passer chez un échantillon de malades, quelques centaines de malades, pour vérifier, c'est toujours des volontaires malades, pour vérifier l'efficacité, pour vérifier les propriétés réelles, les propriétés pharmacologiques, entendons par là l'action du médicament sur la maladie, la pharmacocinétique, c'est-à-dire le devenir du médicament dans l'organisme. Qu'est-ce que le médicament devient dans l'organisme? Voilà, tout ça là il y a des étapes et ça prend du temps. Et si c'est concluant, on peut continuer sur la phase 3, l'essai clinique proprement dit, où on prend quand même un échantillon un peu considérable. À ce niveau, il faut beaucoup faire attention à ce niveau-là, parce qu'il faut respecter 3 principes. D'abord, la comparabilité, c'est-à-dire que il faut comparer le produit que vous voulez tester à un produit déjà existant. Ou s'il n'y a pas de produit déjà existant, à un placebo. On appelle placebo un produit qui a la même forme, qui se présente de la même manière que le produit qu'on veut tester, mais il n'y a rien dedans. C'est pour comparer le médicament, l'effet du médicament qu'on veut tester avec l'effet psychologique du fait qu'on donne un médicament à quelqu'un. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'effet placebo. Et cette comparaison doit se faire entre 2 groupes de malades. Les groupes doivent se former de façon aléatoire. De façon aléatoire. Il ne doit pas y avoir une différence entre les 2 groupes. Et l'efficacité, si elle est prouvée, ne doit pas être aussi le fruit du hasard. C'est ça. Vous voyez déjà que nous sommes devant une maladie où au moins 50% de malades guérissent naturellement sans prendre quoi que ce soit. Maintenant, au cours des essais cliniques, il faut arriver à prouver que les guérisons trouvées là, est-ce que ce n'est pas un hasard? Est-ce que ces patients-là n'avaient pas guéri naturellement? Voilà, donc ce qui nécessite vraiment un échantillon plus élevé et
pour pouvoir déterminer cette efficacité. Il y a aussi qu'est-ce que je voulais dire, si à la fin vous trouvez donc une efficacité prouvée en respectant les principes que je viens d'énumérer, c'est-à-dire le principe de causalité, le principe de l'insu. Il y a aussi le principe de l'insu, c'est-à-dire que ceux qui prennent le médicament et les soignants qui donnent le médicament ne doivent pas connaître la différence entre le placebo et le produit réel. Voilà, parce que s'ils connaissent la différence, il peut y avoir des influences sur le rapport, sur la mesure des paramètres, par exemple. Donc, tous ces paramètres-là, tous ces éléments doivent être pris en compte au cours d'un essai clinique pour évaluer réellement l'efficacité d'un médicament. Le double insu, la causalité et la signification, c'est-à-dire le hasard, l'effet du hasard. Le hasard, ça peut arriver totalement. Vous prenez l'exemple, dans certains pays, on dit on a guéri 2 cas avec un remède. Et on généralise. Qu'est-ce qui prouve que les 2 cas guéris là? C'est le hasard ou bien c'est le remède ou bien c'est une guérison naturelle, surtout dans la maladie de Covid-19. Donc il faut vraiment beaucoup faire attention aujourd'hui quand on annonce un produit qui va traiter la maladie de Covid-19. Donc, vous regardez un peu le temps que ça va prendre. Ce que vous avez dit là, c'est vraiment assez scientifique et très profond. Ça montre que ce n'est pas pour demain la veille. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et à l'heure où nous sommes, peut-être que nous pouvons découvrir des choses qui peuvent permettre de contourner. C'est possible aussi. C'est possible. Oui, c'est possible. On peut découvrir des choses qui peuvent... En fait, tout dépend de chaque étape. Je donne un exemple. Si, par exemple, on détermine, on arrive à voir que le test in vitro, par exemple, en laboratoire, il est lié à un produit qui est bien toléré par un organisme, qui ne se dégrade pas. Tous ces éléments-là, tout ce parcours-là peut être écourté. C'est-à-dire, on sait que le produit est efficace in vitro, le produit ne se dégrade pas, le produit diffuse facilement, le produit n'est pas toxique. On peut aller directement sur les malades. Voilà, c'est ça. Sans passer par toutes ces étapes précitées. Donc tout dépend du produit et des résultats de chaque étape. Mais à l'heure où on en est, c'est juste l'étape laboratoire qui a été franchie. Oui, c'est l'étape laboratoire qui a été franchie. L'étape laboratoire qui a été franchie. Donc, il reste maintenant à évaluer l'étape sur un être vivant, in vivo, pour évaluer les risques surtout. Mais vous ne pouvez pas nous dire en tant que pharmacien qu'avec ce qu'on a, nous sommes en mai, en juin, en juillet, en novembre, je ne sais pas, qu'on peut vraiment espérer. Vous savez, la maladie de Covid-19, c'est une nouvelle maladie qu'on ne connaît pas encore. Avec beaucoup de particularités, beaucoup de nouvelles choses qui apparaissent au jour le jour. Donc, donner un délai, je ne pense pas. Tout de suite, je ne pense pas. Mais nous tous, nous voulons quand même avoir le plus tôt possible un médicament. On ne sait jamais, c'est possible. On peut l'avoir à tout moment, mais on ne peut pas donner de délai tant que nous n'avons pas les résultats. Tout dépendra des résultats. Tout dépendra des résultats. Alors, puisque nous parlons ici d'un remède local, professeur Bakoma, est-ce que ça veut dire que c'est un remède fait à base de plantes, d'écorces, de racines qu'on trouve chez nous ici, c'est ça?
Oui, effectivement. C'est pour la plupart des médicaments que nous avons reçus, c'est des médicaments qui sont préparés à base de plantes locales. Oui, c'est à base de plantes locales, ça je peux l'affirmer, puisque bon, c'est des critères quand même qui sont pris en compte. Parce que après, si le médicament est développé, il faut bien trouver la matière première sur place. Oui. Ouais, c'est très très important. Il faut trouver la matière première sur place et il faut que cette matière première là soit disponible en abondance et en qualité pour pouvoir répondre à la préparation du médicament. Mais est-ce que vous pouvez nous dire de quelle plante il s'agit? C'est quoi? C'est le patiment, c'est le limon, c'est le... Je ne sais pas moi. Quoi. Déjà, les produits à l'arrivée, à la réception ont été anonymés. OK. Et de la réception jusqu'au laboratoire, il y a eu un deuxième anonymat. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire, moi-même qui suis ici, je ne sais pas exactement de quel produit il s'agit. Puisque c'est tous anonymes. Je peux vous donner juste les numéros d'anonymat. Ouais, tout simplement. Mais de quel produit il s'agit exactement, je ne peux pas le dire jusqu'à connaître la composition exacte du produit. Voilà. Alors, mais au-delà de ça, on sait que c'est quand même, je l'ai évoqué en entrée, c'est un comité qui a été mis en place avec les tradithérapeutes. Comme vous le dites, on voit que c'est des choses de chez nous qui constituent ce produit. Alors, parlez-nous un peu de ce comité-là. Comment il a travaillé, comment il est composé, comment il a travaillé? Le comité, il est composé des chercheurs, des enseignants de l'Université de Lomé, répartis en plusieurs sous-commissions. Il y a la commission qui se charge donc d'étudier les remèdes, d'évaluer les remèdes. Il y a une commission communication. Il y a une commission au niveau des sciences sociales. Donc, il y a plusieurs d'autres commissions. Ce comité est organisé en plusieurs sous-commissions qui travaillent en synergie. Voilà. Donc, c'est comme ça Comment les tradithérapeutes, ils interviennent? En fait, il y a eu un appel, et les tradithérapeutes sont représentés dans ce comité-là. Et en fait, les tradithérapeutes, d'abord, dans un premier temps, on a fait un appel à candidature qui a été diffusé partout sur les réseaux sociaux, sur les médias. Et les tradithérapeutes qui ont eu connaissance de cet appel à candidature et qui ont des remèdes à proposer sont venus à nous pour ceux qui respectent les conditions de l'appel à candidature ont pu déposer leurs produits. Donc c'est comme ça s'est passé. Donc il y en a qui n'ont pas respecté les conditions de dépôt. Bon, ils sont repartis avec leurs produits comme ça. Alors finalement, donc c'est dans ce lot de produits déposés qu'on est en train d'essayer. Voilà. Celui dont le produit est en train de faire effet, enfin ceux dont ces trois-là, est-ce qu'ils se connaissent? Ils savent que c'est nos produits qui... Non, ils ne se connaissent pas encore. Puisque nous ne sommes qu'à mi-chemin. Oui. Nous ne sommes qu'à mi-chemin. Si on arrive à un résultat définitif, donc c'est en ce moment-là, les intéressés seront convoqués. On va désanonymer les intéressés seront convoqués et maintenant on va les associer à la production. On va définir maintenant un cadre de partenariat pour pouvoir avancer dans l'utilisation du produit concerné. Voilà, c'est ça. Mais comment ce déclic-là est venu, par exemple, au niveau de l'université pour se dire, tiens, avec cette pandémie qu'on a, les remèdes au niveau local peuvent faire l'affaire? Comment c'est arrivé ce déclic-là? Oui, puisque la pandémie était arrivée en Occident, elle a commencé par faire des dégâts et on sentait l'arrivée de cette pandémie au Togo. Elle était même déjà arrivée. Bon, on s'est dit, mais on ne peut pas rester là, les bras croisés, devant une pandémie qui est en train de tuer. Bon, on va essayer, voir si nous aussi, on ne peut pas trouver quelque chose. On ne peut pas rester
les bras croisés, ne serait-ce que dans la prévention, en produisant des solutions hydroalcooliques, des masques, tout ça là. Et si possible, la mise en place d'un remède local qui peut faire quelque chose contre cette maladie de Covid-19. Voilà. On le voit, l'Afrique bouge quand même beaucoup sur cette pandémie-là. On a parlé tantôt du Madagascar sans l'énoncer. Il y a au niveau du Cameroun, par exemple, l'archevêque de Douala qui également vantait les mérites de plantes locales. Finalement, on va se dire que le remède, ça va venir d'Afrique. Vous êtes optimiste par rapport à ça? Ça peut venir d'Afrique si l'Afrique s'organise bien. Nous avons les éléments qu'il faut pour faire sortir quelque chose, mais c'est l'organisation qui nous manque. Et les tapages, moi je les appelle les tapages médiatiques qui sont faits au Madagascar, au niveau de Madagascar et du Cameroun. Est-ce que ces remèdes-là ont respecté, ils ont essayé de respecter un peu les critères qu'il faut pour dire que un remède est efficace contre une telle maladie? Je ne sais pas. Mais si oui, il faut qu'il montre ces éléments, qu'il faut qu'il montre les preuves. Moi, je pense que ce n'est pas la peine sur 2 cas de guérison, commencer par faire des tapages médiatiques. Il faut prendre du recul, analyser la situation, et analyser tous les contours du problème avant de prendre une décision. C'est ce que nous sommes en train de faire. On ne veut pas commencer par annoncer des choses qui vont nous rattraper après. Vous n'êtes pas sans savoir que malgré ces tapages médiatiques, si réellement ces médicaments-là étaient si efficaces comme ils le disent, on ne devait pas avoir des flambées de cas. Vous voyez qu'il y a toujours des flambées de cas dans ces pays. Ces médicaments peuvent donner quelque chose, mais c'est la manière qui pose un peu problème. Il faut prendre du recul, analyser les choses en tenant compte des éléments que j'ai énoncés par rapport à l'efficacité d'un médicament, comment l'utiliser et tout ça, avant de prendre une décision. Voilà, donc nous allons posément et sûrement. Voilà. Professeur Bakoma, on nous a dit que pour ce qui concerne les maladies virales, que généralement le traitement est un traitement symptomatique. Alors, est-ce qu'il est facile de trouver un produit pour une maladie virale? C'est pas du tout facile. Ça, c'est pas du tout facile de trouver. Justement, vous avez la réponse. C'est pas facile de trouver un médicament contre une maladie virale. Et surtout une maladie comme la Covid-19, avec beaucoup de variabilité. C'est-à-dire que vous avez des cas asymptomatiques, des cas bien qui passent en 5-10 jours, des cas graves, tout ça. Donc vraiment, c'est un peu compliqué. C'est pas facile, c'est pas du tout facile. Parce que un virus n'est même pas facile à manipuler. Voilà, c'est pas facile de manipuler un virus. Et ce virus-là est un virus très, très contagieux. C'est pas n'importe quel laboratoire qui peut manipuler ce virus-là. Voilà. Donc, c'est pas du tout évident. De trouver un produit. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on va dire en attendant un produit ou un probable vaccin, parce qu'il y a des essais également au niveau des pays occidentaux. On continue d'appliquer les mesures barrières. Ah oui, c'est très, très important. Pour l'instant, nous devons prendre au sérieux les mesures barrières, surtout la distanciation physique et le port de masque, le lavage régulier des mains. C'est très important, on ne doit pas blaguer avec ça. C'est ça qui peut nous sauver. Sinon, faut pas tout de suite attendre ou bien entendre à compter sur un remède et lâcher sur les mesures barrières. Il faut toujours appliquer les mesures barrières. On ne doit pas lâcher. Voilà. Finalement, j'écoutais, en venant pour cette émission, j'écoutais
à la radio l'Organisation mondiale de la santé qui disait que finalement il se peut que le coronavirus que nous vivions avec toute la vie, qu'il se peut. Donc, ça veut dire que même à leur niveau, on est un peu pessimiste sur l'éventualité d'un produit. Oui, c'est ça, puisque c'est une maladie qu'on ne connaît pas. On ne peut rien dire. On dit qu'on connaît les coronavirus. Oui, mais celui-là, ce virus-là, la façon dont il agit là, on ne connaît pas cette forme-là. Donc, il vaut mieux, comme le disent l'OMS, faire comme si on va vivre avec. Et si entre-temps ça disparaît, on va s'en réjouir. Tant mieux. Oui, tant mieux. Ouais, donc, il faut se préparer à cette éventualité aussi. C'est pour si on ne trouve pas un vaccin, ça va être très compliqué. Mais le salut du monde ne peut qu'être un vaccin? Oui, si on trouve un vaccin, moi je pense, à mon humble avis, si on trouve un vaccin, c'est ça qui pourra résoudre le problème. Parce que si vous trouvez un médicament, vous dites que vous avez trouvé un médicament contre la COVID-19, et avec cette particularité de chaque maladie, chaque malade de COVID-19, ça devient un peu compliqué. Par exemple, vous avez le malade, l'hypertendu qui a COVID-19 ne va pas développer la maladie de la même manière qu'un diabétique qui a la COVID-19. Donc vraiment, il faut compter sur un vaccin. N'empêche, nous allons toujours continuer à s'efforcer dans la recherche d'un remède local. On ne va pas baisser les bras, on va continuer. Et si nous avons de bons résultats, on s'en réjouira. Voilà. Professeur Batomaina Bakoma, merci à vous d'être passé. C'est à vous le merci. Merci beaucoup, professeur agrégé, pharmacien, phytochimiste, expert en homologation des médicaments. Merci beaucoup. On va marquer maintenant une pause et après nous passons un regard croisé.